Parce que la vie c'est une aventure. On propose de vivre l'aventure d'une vie. Nous voici le 7 avril 2021 à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, direction Papeete, sur l'île de Tahiti en Polynésie française, prêts pour notre rendez-vous avec la belle Vénus. Aller à l'autre bout du monde en temps de pandémie n'est pas une mince affaire, surtout quand notre équipage est constitué d'un Suisse, d'un Britannique vivant au Kenya, d'une Française et de 2 Québécois. Après plus de 36 heures de voyage, plusieurs escales et quelques embûches avec la douane, nous voici enfin à l'aéroport de Papeete. Attention, le premier pas sur Vénus. 3, 2, 1. Il est 2 heures du matin lorsque nous découvrons au port autonome de Papeete, le sourire aux lèvres avec émerveillement et enthousiasme, l'objet de toutes nos pensées de ces derniers mois. Quel accomplissement! Le lendemain matin, on se met au travail car notre objectif, il faut dire un peu fou, est de ramener Vénus depuis Tahiti jusqu'au Québec en seulement 3 mois pour arriver au cours de l'été 2021. Près de la distance Montréal-Pékin en ligne droite. En bon québécois, pas le temps de niaiser. Dans les prochains épisodes, vous verrez que la vie en avait décidé autrement et l'adaptation fut définitivement le mot-clé pour les mois futurs. Mais revenons à notre planning originel. Nous avions prévu 8 jours pour la préparation du bateau avant de partir vers les îles Marquises, courte escale avant la Transpacifique. Dur labeur en perspective durant cette semaine de préparation. Étanchéité des hublots, vérification du gréement, prise en main du bateau. Et situation sanitaire oblige, nous sommes en quarantaine sur le bateau et nous avons dû nous soumettre à quelques autotests Covid. Le soleil se couche déjà sur le port autonome de Papeete, nous offrant une vue imprenable de Moorea sur un dégradé de tons rouges et oranges. Salut à tous, on est le 30 novembre. Axel, c'est lui, le capitaine, toujours souriant, déterminé et persévérant. Ah voilà le vent, regardez. À peine sorti du ventre de sa mère, il était déjà sur un bateau. Né en Suisse, grandi en Espagne et installé au Canada depuis 2015, une identité multiculturelle qui lui ont donné son ouverture d'esprit. Il devient instructeur de voile en 2016 et participe à plusieurs courses de voile internationales à bord de Volvo 60. Un grand rêveur, comme il le dit lui-même, c'est grâce à lui que nous prenons tous part à l'aventure aujourd'hui. Tout a commencé en juin 2019, lorsqu'il a vu l'annonce de l'Ocean Globe Race. Le 10 septembre 2023, la Ocean Globe Race commence. J'ai appris l'existence de l'Ocean Globe Race en juin 2019. La première course autour du monde à la voile traditionnelle, comme à l'époque, sans GPS et sans électronique. Et en fait, ce que j'aimais de cette course, c'était son aspect de travail en équipe, son aspect de retour en arrière, dans le sens où c'est sans technologie moderne, c'est juste avec le sextant, sans GPS. Du coup, j'ai contacté Don McIntyre, fondateur de l'OGR, l'Ocean Globe Race, et je lui ai dit comme quoi je voulais participer à cette course, je voulais m'inscrire. À l'époque, j'avais pas de bateau, j'avais pas d'équipage, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de finances, mais j'avais un rêve. Alors je dis Don, t'inquiète pas, je m'inscris et en 2023 je vais être à ligne de départ avec une équipe, un bateau, du monde
et un beau projet. Trouver du financement, des sponsors, développer des partenaires, se former à la survie en mer, rassembler une équipe autour du projet, chercher un bateau pour la course, bâtir une communauté, améliorer la visibilité, la to-do list est longue. Tout bascule en décembre 2020 lorsqu'apparaît à l'autre bout du monde Vénus, le bateau qui pourra peut-être rendre ce projet possible. En effet, ce n'est pas n'importe quel bateau qui peut participer à l'OGR. Une occasion unique qu'il fallait saisir car seuls les voiliers construits avant 1988 et de quelques marques sont éligibles, dont Swan, Baltic ou Nicholson. Autant vous dire que le choix n'était pas grand. Encore moins quand on sait que le prix de ces voiliers s'envole dû à leur bonne réputation. Moitessier disait « On peut aller très loin et mener une vie intéressante avec très peu d'argent au départ, car on se débrouille toujours en chemin, à condition d'être en chemin. Chose dite, chose faite, les économies et la détermination sont sur la table. » Après une semaine de préparation de Vénus sur l'île de Tahiti, le 17 avril 2021, c'est parti pour la traversée direction les Marquises, l'archipel le plus au nord de la Polynésie française. Au programme, 1000 milles nautiques à parcourir au près, avec le vent de face, une entrée en matière bien corsée. C'est la première étape de notre périple vers le Québec. Un périple qui ne s'annonce pas de tout repos. Au total, ce sont plus de 9000 milles nautiques, soit 16 000 km en ligne droite qui nous attendent. Nous prévoyons plus de 3 mois de navigation non-stop, majoritairement contre les vents et courants dominants. 5 grandes étapes sont à parcourir. La première est la traversée que nous nous apprêtons à faire, de Tahiti vers les Marquises. La seconde est la plus longue des étapes, la traversée de l'océan Pacifique depuis les Marquises jusqu'au Panama, soit plus d'1 mois de navigation sans voir la terre ferme. Puis, le passage du canal de Panama est la 3e étape qui nous permettra de passer d'un océan à l'autre. La 4e est la traversée depuis le Panama vers les Petites Antilles. Enfin, la dernière étape est la remontée océanique du bateau depuis les Antilles vers le Québec. Ce périple de plusieurs mois aura lieu à bord de Vénus. Mais pourquoi Vénus ? Pourquoi aller à l'autre bout du monde et faire presque la moitié d'un tour du monde de navigation pour ramener ce voilier en particulier jusqu'au Québec ? Cela faisait 2 ans que nous étions à la recherche d'un voilier. Mais attention, pas n'importe quel voilier. Il nous en fallait un qui soit parfait pour notre projet. Pour participer à la course Ocean Globe Race, il nous fallait un voilier d'avant 1988, entre 48 et 55 pieds de long, de la marque Baltic, Swan ou Nicholson, et surtout, qui soit financièrement accessible, parce que ces bateaux, dû à leur très bonne réputation, sont vite chers. Du coup, les choix étaient minces à vrai dire. J'ai eu l'occasion de visiter de très beaux voiliers, mais il y avait toujours le même souci, le budget. Ils étaient tous hors budget, très hors budget. Et puis, en décembre 2021, Vénus est apparue. À vrai dire, c'était un bijou, mais qui se trouvait à l'autre bout du monde. Il fallait tout faire à distance. Les paperasses administratives, les expertises, les démarches. On s'est lancé dans le projet sans jamais avoir vu Vénus en vrai. Mais une chose était sûre, c'était une occasion unique. Et sûrement la seule si on voulait continuer à avancer avec Arctic Stern. Donc on a misé sur elle, même si elle se trouvait à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je vous assure, on n'a aucun regret. Donc voilà, là on arrive au carré. Donc comme vous pouvez voir, c'est un carré avec les sièges en cuir, une grande table qui s'ouvre, on peut être jusqu'à 14 à manger ici. On arrive d'un côté à la table à cartes. C'est là où on fait toutes nos navigations avec les cartes papier et autres. On a les instruments et le tableau électrique. Ici de ce côté on a donc un four, un frigo, un congélateur, un évier. Tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner en navigation. Je vais vous montrer cette cabine là du coup. En fait, donc voilà, c'est une cabine double avec 2 lits superposés. Et ensuite, donc on a la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on finit la visite par la cabine du capitaine. Et surtout, en fait, on a cet escalier pour aller à l'extérieur. Comme ça, quand on est en navigation, le capitaine il peut sortir sa tête, puis regarder la personne qui barre, puis regarder les personnes qui sont en quart, puis s'assurer que tout va bien. Mais revenons aux Marquises, puisque c'est ici que nous sommes arrivés le 28 avril 2021, soit finalement 11 jours après notre départ de l'île de Tahiti.
Une traversée plus longue que prévu qui nous mène à nous questionner sur nos prévisions. La prise en main du bateau, les réparations à Tahiti, les routages un peu plus longs que prévu nous conduisent à réévaluer nos ambitions et à recalculer le temps imparti pour chaque étape de la remontée vers le Québec. Avoir un calendrier serré à bord d'un voilier est une très mauvaise idée, si vous voulez le respecter, surtout sur un voilier que l'on ne connaît pas. Autant dire que notre calendrier s'est vite avéré bien plus utopiste que réaliste. Bref, en mai, nous avons dû revoir notre agenda. Un choix devait être fait entre continuer avec le plan initial de retourner au Québec en affrontant la saison des ouragans des Caraïbes et en arrivant au Québec en septembre, ou bien de commencer les activités du projet ici, en Polynésie française, et de repousser le départ vers le Québec à novembre. Par question de sécurité, c'est le deuxième choix qui s'est imposé naturellement. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant plus que 2 à bord de Vénus. Chloé, c'est moi, la narratrice de cet épisode et la seconde du capitaine. Que ce soit à bord d'un voilier, au pied d'une falaise à escalader ou dans les océans, je suis toujours prête à sauter dans l'aventure. C'est cette passion de la nature, du dépassement de soi et de la rencontre avec les différentes cultures qui alimente chacune de mes décisions. C'est avec détermination que je me suis embarquée dans cette aventure avec l'équipe d'Arctic Stern. Bon, c'est parti. Ciao, ciao, Nukuhiva. Et c'est ici que commencent nos aventures en Polynésie française. Un territoire vaste comme l'Europe en superficie. Nous sommes aux Marquises, cet archipel qui a vu naître la Dansaka, se distingue par ses paysages de montagnes escarpées, forêts sauvages et décors dignes de parcs jurassiques. Le rythme des tambours et des chants résonne dans la vallée d'Atuona, à Ivaoa, lieu de sépulture de Jacques Brel, tandis que les Va'a, les pirogues à rames polynésiennes, sortent en après-midi dans la baie de Taiohae, à Nukuhiva, accompagnés par les majestueuses raimentas et les requins. À Navave, où la baie des Vierges, à Fatuhiva, est considérée comme une des plus belles baies du monde. Elle vous réserve son mystère et son intemporalité enivrante qui vous donne l'impression d'être un explorateur des temps anciens. Vous êtes prêts ? Sous les cheminées volcaniques de Wapo, nous avons fait notre première intervention scolaire auprès des élèves du primaire de l'école de Hakateao. Après avoir rencontré la directrice de l'école ainsi que la mairesse du village, nous avons organisé des activités autour de la conservation des océans. Des activités pédagogiques qui se sont conclues par un ramassage de déchets sur la plage et dans le village. Connaissez-vous le concept d'aire marine éducative ? C'est assez simple. Sur le même modèle que les aires marines protégées, un espace marin est défini par des élèves dans une classe de primaire et ce sont les enfants qui s'occupent de la gestion et de la conservation de cette aire, afin de les impliquer dès leur plus jeune âge dans les problématiques de conservation des océans. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est un concept qui est maintenant largement répandu dans le monde, mais c'est aux Marquises que la première aire marine éducative a été créée. N'oublions pas que ces îles se trouvent en plein milieu de l'océan Pacifique. Les Marquisiens sont intimement liés à l'océan. Leur principale source d'alimentation vient de la mer. Après avoir dû revoir notre calendrier, nous voici en Polynésie française où nous avons commencé les activités de notre projet. En juin, les conditions météorologiques nous ont poussés à faire route vers le sud, vers l'archipel des Tuamotu.
C'est notre première traversée en vent arrière. Autant dire que ces conditions de navigation favorables sont une bénédiction après ces derniers mois de navigation au près contre les vents. Nos prévisions pour atteindre l'atoll de Fakarava sont d'environ 5 jours. Nous voyagerons avec 2 équipiers russes, l'occasion d'un échange de culture. Mais, comme si la vie avait finalement décidé qu'une navigation confortable n'était pas faite pour nous, elle nous envoie quelques défis. À peine 2 jours après notre départ de Nukuhiva, par une belle journée agréable, il est 17h30 quand bang! On a pété la baume. La baume, elle s'est cassée au milieu. Bam. Avant tout, il fallait s'assurer que personne n'était blessé. En survie au large, on parle de équipage, bateau, mission. Это примерно на полпути между Маркизами и Томото. D'abord, être sûr que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de danger pour la vie humaine. Les dégâts sont là. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas empirer la situation. Il a fallu sécuriser la baume, qu'elle ne tombe pas. Une fois la baume soutenue, c'est le moment d'affaler la grande voile et de la sécuriser et la solidariser à la baume. C'est uniquement à ce stade que la question de la mission se pose. Quoi faire? Nous étions à mi-chemin entre les Marquises et Fakarava, soit à plus de 2 jours de navigation de la terre la plus proche. Красиво. You need report? And a rainbow! Après 2 jours de navigation sans grande voile, nous arrivons enfin au Tuamotu. Vous voulez des plages de sable blanc, cocotiers et eau turquoise? Ici, vous allez être servi. Plus de 70 atolls composent cet archipel qui est le plus vaste de la Polynésie et dont uniquement quelques-uns sont habités. Les atolls sont des îles coralliennes qui renferment des lagons qui communiquent vers l'extérieur grâce à des passes dans lesquelles les courants entrants et sortants peuvent atteindre 9 nœuds en temps normal, voire 24 nœuds dans les cas exceptionnels. Ajoutez-y des patates de corail non signalées sur les cartes et vous aurez un aperçu de ce à quoi ressemble une navigation dans les atolls. Nous arrivons à l'atoll de Fakarava, site classé comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est l'un des plus grands atolls de l'archipel avec ses 60 km de long et ses 21 km de large. Plus de 800 habitants habitent sur cet atoll et vivent de la perliculture, du copra et du tourisme. Ici, outre le chant et la danse, ils pratiquent le lancer de javelot traditionnel. Le but, à l'image d'un jeu de fléchettes, est d'arriver à planter ce javelot artisanal dans une cible matérialisée par une noix de coco située au sommet d'une grande perche de 10 mètres. Précision et agilité jusqu'au bout des doigts sont au menu pour pratiquer ce sport. Woohoo! Good one! Si sur Terre, les cocoteraies alternent avec les plages de sable fin à l'intérieur du lagon ou les accumulations coralliennes de la pente externe de l'atoll, ce sont les eaux qui occupent un espace prédominant sur ce territoire. Le lagon offrant ses 1000 déclinaisons de bleu à perte de vue. Les passes sont aussi un lieu de diversité exceptionnelle. Nous avons plongé dans la passe sud de Fakarava, site de plongée mondialement connu pour son impressionnant mur de requins. Des centaines de requins dont le comportement social est étudié à travers le monde. Le jour, ils se reposent, tous alignés face au courant, permettant à leurs branchies de fonctionner sans effort. La nuit par contre, ils se mettent en chasse et attaquent mollusques et poissons.
Fakarava est aussi un lieu privilégié pour la culture des fameuses perles polynésiennes. C'est un véritable art que nous découvrons, car la perle est obtenue par la greffe de la nacre noire Pinctada margarifera. Oui, on parle bien d'un acte chirurgical. C'est un geste précis réalisé par les plus grands maîtres. Là, ensuite il coupe sous la partie épaisse pour récupérer que ça, le gros morceau en terre. Après cette greffe, la perle est mise en culture dans son milieu naturel. 3 ans et demi, c'est le temps qu'il faut au minimum pour que la première perle puisse voir le jour. C'est sans compter le fait que le pourcentage de succès de la greffe est seulement de 50%, car comme chez les humains, il y a beaucoup de rejets. Autant d'éléments qui définissent la perle polynésienne comme un produit rare et prisé sur le marché. Après cette incroyable escale, nous faisons maintenant route vers les îles de la Société où se trouve Tahiti, escale qui nous permettra d'effectuer les réparations de la baume et de préparer Vénus pour la Transpacifique. À ce stade, ce sont plus de 3000 milles nautiques parcourus à bord de Vénus. Nous arrivons à Tahiti le 11 juillet 2021. C'est une course à la réparation de la baume qui s'engage. C'est parti pour le démontage de la grande voile ainsi que tous les éléments permettant la prise de riz. Bonjour tout le monde, nous voici à Tahiti. On a Moorea juste devant nous. Là. Puis aujourd'hui c'est mission démontage de la baume. Donc voilà. D'abord on enlève la voile. Et ensuite on enlève la baume. C'est parti. Bon, la grande voile a été enlevée. Voici la baume. Elle est belle, hein? Quelques heures plus tard, la baume de 5 mètres et demi est sur le pont, prête pour son transport et sa réparation par des professionnels. Finalement, c'est la corrosion galvanique entre la baume en aluminium et la platine de Alba en acier inoxydable qui était la cause du bris. Après avoir consulté plusieurs experts, une soudure et un manchon de 50 cm plus tard, la baume est enfin prête pour être remontée. Salut tout le monde. Bon, après une semaine de travail, boom is back. On est en train d'installer la voile. Puis après, c'est parti pour Moorea. Allez, ciao. Une fois la baume de notre belle Vénus remise en état, nous sommes prêts pour mettre les voiles et tester l'efficacité des réparations effectuées à Tahiti. Notre équipage russe a débarqué pour laisser place à 4 nouveaux équipiers. Nous levons l'ancre vers de nouvelles aventures à l'est de l'archipel de la Société, vers la fameuse perle du Pacifique. Vous l'avez compris, nous parlons de la célèbre Bora Bora. Située à 255 km de Tahiti, Bora Bora est en fait un ancien volcan entouré d'un lagon qui est séparé de l'océan par une barrière de corail et des îlots sableux appelés Motu. Son point culminant, l'imposant mont Otemanu, s'élève à 727 mètres. Nos palmes, masques et tubas en place, nous allons à la rencontre des majestueuses Raimanta. Saviez-vous qu'elles peuvent atteindre une envergure de 8 mètres et plonger jusqu'à 670 mètres de profondeur ? Nous profitons d'un vent favorable pour retourner à Tahiti, où nous avons rendez-vous avec Tilda et Romain de l'association Tamarii Pointe des Pêcheurs. Cette ONG, fondée en 2008 par un groupe de pêcheurs tahitiens, a pour but de restaurer les petites zones lagonaires et de sensibiliser la population à la conservation des zones littorales. Voilà, on a une colonie de coraux. Puis là, tous les petits trous que vous voyez, en fait, il y a un petit animal dedans. Le petit animal, on appelle le polype. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à une méduse, en fait. Nous découvrons un véritable jardin sous-marin, avec une multitude d'espèces de coraux et des centaines de boutures. Comme sur Terre, chaque semaine, il faut les entretenir, éliminer les espèces envahissantes et les mauvaises herbes qui empêchent ou ralentissent le développement des boutures. Les récifs coralliens abritent 25% de la vie marine de notre planète et constituent de véritables écosystèmes marins. Aujourd'hui, l'acidification des océans, l'augmentation de la température de l'eau, les phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que la surpêche déstabilisent ces écosystèmes et constituent des menaces.
Le mois d'août arrive déjà. C'est le moment de préparer notre belle Vénus pour la Transpacifique à venir. Selon nos prévisions, nous devrons quitter Tahiti à la fin du mois de septembre afin d'arriver aux Caraïbes après la fin de la saison cyclonique. Depuis le mois d'avril 2021, nous avons parcouru plus de 3500 milles nautiques. On vous laisse imaginer notre liste de réparations. Une fuite sur la pompe à eau du moteur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite fuite ici. En fait, ça, c'est le système de refroidissement, c'est la pompe du liquide de refroidissement. Et donc, en fait, on a des petites fuites ici sur les joints. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout ça, on va tout dévisser, on va bien laver, on va refaire les joints, puis on va remettre. Donc, c'est parti! Un support d'alternateur cassé pour la seconde fois. Un alternateur qui ne produit plus de courant. Un support de la pompe de pression qui bouge. Le panneau arrière de notre Zodiac qui se décolle. Et bien sûr, les incontournables patchs de voile à coudre à la main sur le génois. Aujourd'hui, c'est atelier couture. On s'est installé ici dehors, à l'ombre. En fait, on est en train de recoudre la voile, le génois sur un rouleur. Et en fait, on le coud avec ces petits instruments. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, ça s'appelle un allen. En fait, le principe, c'est comme une machine à coudre, mais manuelle. Je sais pas si vous connaissez le principe de la machine à coudre, mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est parti pour de la couture. Nous nous ajoutons également un petit bonus au vu des problèmes de corrosion que nous avons eus au niveau de la baume. Essayer de démonter ce truc. Bon, toujours pas réussi. On a enlevé les rivets, mais ça sort pas. Coller, souder, on va... Nous souhaitons vérifier l'état du mât derrière la platine qui relie le halba au mât pour éviter une avarie qui pourrait nous coûter cher, très cher. Bref, toutes ces réparations en 1 mois et demi, c'est presque une mission impossible. D'autant plus que la situation sanitaire à Tahiti est tristement critique. Une sirène d'ambulance toutes les 15 minutes, c'est le son que nous entendons chaque jour depuis le port autonome de Papeete. C'est sans compter sur les fermetures de magasins, les délais causés par les cas contacts, les restrictions et les interdictions de déplacement. C'est une période difficile. Rien ne vient facilement quand on parle de réparation. L'apprentissage se fait à nos dépens, par la technique des essais-erreurs. Réparer, tester, recommencer devient notre mantra. Patience et persévérance sont les mots d'ordre même si repartir naviguer nous fait rêver. En septembre, tout en continuant les réparations, on s'attelle à la préparation de la traversée. Parce qu'une fois partis, nous allons être en autonomie complète pendant plus d'1 mois, et les humains les plus proches de nous seront les astronautes de la Station spatiale internationale. Autant vous dire qu'il faut bien se préparer pour minimiser les imprévus. La première question est la route. Même si nous y avions déjà pas mal réfléchi, nous avions 2 options. Du coup, il y a 2 routes. Il y a la route sud et la route nord. Donc je vais vous montrer tout ça sur la carte des vents. Donc on est ici, en Polynésie française. Panama, c'est là. Et la route sud, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on descend jusqu'aux îles de Pâques. Ensuite, on longe la côte du Chili, du Pérou, la Colombie pour arriver jusqu'au Panama. Ou bien la route nord, qui en fait monte jusqu'aux Marquises. On monte au 5e degré nord pour attraper le contre-courant. Et ensuite, on s'en va plein est, direction le Panama. Et en fait, c'est cette dernière route qu'on a choisi de prendre afin de préserver le bateau parce que dans la route sud, il y a plus de vagues, il y a plus de gros systèmes, il y a plus de grosses dépressions. Donc voilà, donc on s'en va direction les Marquises. 2 équipiers venus du Québec et de la France nous rejoignent dans les jours à venir pour faire avec nous 3 grosses étapes. Après 1 mois et demi de réparation et de préparation de Vénus au port autonome de Papeete, c'est bientôt l'heure de hisser les voiles. Nous sommes le 23 septembre 2021. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre avec Victor, notre tout jeune équipier du haut de ses 21 ans. C'est le rigolo de l'équipe, toujours de bonne humeur. Mais il est aussi l'expert pêcheur et c'est grâce à lui que l'on se délectera de bons petits plats de poissons à bord. Aussitôt arrivé, il nous enseigne déjà quelques techniques de pêche. Démonstration de techniques élaborées. Donc on espère que grâce à ça, on va pouvoir pêcher pendant la Transpac. C'est bien, c'est clair. C'est maintenant l'heure d'aller faire les courses, car c'est 4 bouches affamées qu'il va falloir nourrir pendant les 2 prochains mois.
Donc voilà, on se prépare pour la Transpac, les courses. Produits laitiers, céréales, féculents, légumes secs, légumes en boîte, conserves de poissons, saucissons. La liste est longue, et c'est un exercice pas si facile que ça de calculer les quantités, surtout lorsqu'on ne connaît pas encore l'appétit de ses équipiers. Bref, on se lance, et nous sortons quelques heures plus tard avec un ticket de caisse de quelques mètres et une belle facture de 3000 $. Salut à tous, alors à bord de Vénus, on se prépare pour la Transpac, donc voilà. Sans oublier l'eau, nous prévoyons une ration de survie bien utile en cas de panne du désalinisateur. 1,5 litres par jour par personne, soit au total 270 litres d'eau potable, soit 14 bidons de 20 litres pour les 45 jours de mer planifiés. Pas très facile à stocker, mais ça nous paraît être un élément de sécurité non négligeable. Ceci étant fait, nous sommes enfin prêts à hisser les voiles direction l'atoll de Rangiroa à 200 milles de Tahiti, pour une première escale au cours de laquelle nous accueillerons notre second équipier. Il est 17h le 5 octobre quand nous quittons enfin l'archipel de la Société après plus de 2 mois de préparation et de réparation sur l'île de Tahiti. Salut à tous. Après 2 mois de confinement à Tahiti, puis pas mal de problèmes, moteur, alternateur, voile, et on en passe. On quitte enfin Tahiti direction Moorea. En quelque sorte, c'est le début de la Transpac. Allez hop, on se tient au courant. Alors Victor, donc ce soir il paraît que c'est ton premier quart de nuit à vie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que vous êtes très serein de me laisser là-bas. Ouais, je pense pas que ça va se passer exactement comme ça. Non, Mais, non je sais pas. Putain, Ouais. ouais. Là on a le beau temps, là. Petit coucher de soleil. Bien. 26 heures de navigation plus tard, nous arrivons à proximité de l'île de Makatea. Immédiatement, nous observons la particularité de cet atoll, qui exhibe ses impressionnantes falaises calcaires surmontées par une végétation tropicale quand les autres atolls ne s'élèvent qu'à quelques mètres au-dessus du niveau des eaux. Des parois parfois de plus de 100 mètres de haut qui font rêver plus d'un grimpeur et une multitude de trous qui marquent l'histoire de l'exploitation du phosphate sur l'île. Malgré une météo calme, la côte n'est pas assez protégée de la houle qui vient s'écraser sur les falaises, ne nous permettant pas de faire escale. Le cœur rempli par la beauté de cette île, nous continuons donc notre route vers l'atoll de Rangiroa. Des pneus, lignes de pêche, bouteilles plastiques, grillages et bien d'autres trouvailles incroyables qui ne devraient pas appartenir à l'océan.
Une journée qui se termine dans la bonne humeur autour d'une dégustation de poissons grillés pêchés par les locaux. La passe de Tiputa est aussi célèbre pour sa faune sous-marine abondante et notamment pour ses dauphins qui viennent chaque soir offrir leur spectacle dans les vagues. C'est dans ce cadre, typiquement polynésien, qu'arrive notre 4e équipier. Bienvenue à Loïc, alias Loulou, le Québécois pur laine du bateau, calme même quand la mer est agitée, et déjà instructeur de voile du haut de ses 22 ans. Son accent chaleureux nous rappelle notre Québec bien aimé. Puis sur la vie dans le bateau, en ce moment on est gité, donc on a le vent. Embarqué directement avec nous pour une navigation de 7 jours depuis l'atoll de Rangiroa au Tuamotu jusqu'à l'île de Nuku'iva aux Marquises. Depuis quelques jours, nous sommes 4 à bord de Vénus et c'est une acclimatation musclée qui nous est offerte contre les vents dominants. Dès le premier jour, nous avons eu un aperçu de ce qui nous attendait. Une mer croisée, bien formée, sous un vent d'est de 20 nœuds constants et des rafales à 30 nœuds. Le mal de mer, la cuisine à la gîte sous 20 degrés d'inclinaison, les déplacements difficiles, les quarts de nuit, tous les ingrédients pour faire flancher les plus vaillants. Pour couronner le tout, à peine 1 heure après le départ, nous avons eu notre première surprise. Plus d'eau dans les réservoirs. Les 150 litres d'eau douce du ravitaillement, envolés. Le coupable ? Le pommeau de la douche extérieure qui s'est décroché, laissant cette eau précieuse s'écouler tranquillement dans les fonds de cale. On commence cette navigation avec une restriction d'eau jusqu'à la prochaine journée d'accalmie pendant laquelle nous pourrons faire fonctionner le désalinisateur. En attendant, la mer formée est toujours là, et bien qu'on l'invite à se calmer, elle n'en fait qu'à sa tête. Quelques jours plus tard, enfin, la mer se calme, nous donnant un premier répit. Nous sommes le vendredi 22 octobre, à midi, et l'excitation à bord se fait sentir. Victor est dans son élément. C'est le Tazar Party qui commence. Ah oui, c'est les dauphins, non? Tazar, oui, c'est les dauphins. Oui, c'est la première fois que tu vois des tazars. Ouais. Mais c'est quoi un tazar ? C'est un poisson de large au museau pointu et aux mâchoires armées qui est présent dans toutes les mers tropicales et subtropicales. Les tazars comptent parmi les poissons les plus rapides avec des pointes de vitesse proches de 80 km/h. La pêche fait partie intégrante de notre mode de vie en voilier. Sur de longues traversées, elle constitue une ressource précieuse d'aliments frais et nous permet d'augmenter notre apport protéique quotidien. Combien de lignes à l'eau? Là, il y en a 3. 3 lignes. Ouais. Une avec un lapin, avec un poisson volant, une avec un calamar, et une avec un poisson nageur. Bien sûr, le pilier de cette pratique est de ne prendre que ce dont on a besoin, sans gaspillage. C'est le ventre plein de bons sashimi de tazar que l'on continue cette traversée dans la bonne humeur.
vent, plus on a des chances d'éviter le dévent. Donc en gros, moins il y a de vent, plus l'effet du dévent est important. Après 6 jours de navigation, nous apercevons au loin l'île de Nuku-Hiva et déjà les bons souvenirs de notre passage quelques mois auparavant reviennent. Nous retrouvons l'ambiance chaleureuse et le calme de cette île aux reliefs escarpés. Notre équipe s'attelle aux derniers préparatifs pour la traversée du Pacifique direction le Panama. Les dernières vérifications, le dernier ravitaillement en fruits et légumes frais et les formalités administratives. Ce ne sont pas moins de 35 pamplemousses que nous embarquons à bord. Alors qu'est-ce qu'on a? Citron, pamplemousse, la courge, des bananes, la coco. C'est le dernier soir et Nuku-Hiva nous offre son grand spectacle avec un coucher du soleil incroyable. On remercie tellement la vie de nous faire vivre cette expérience fabuleuse. Le lendemain, au départ de la baie de Taiohae, nous sommes le vendredi 29 octobre. Il est 16h quand nous levons l'ancre après avoir marqué à vie le souvenir de ce passage en Polynésie sur nos peaux respectives. Difficile de réaliser que nous quittons la Polynésie française pour une durée estimée de 40 jours. La prochaine fois que nous apercevrons la Terre, ça devrait être en Amérique, 3800 milles nautiques plus loin en ligne droite. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.